Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 16e conférence, j'examinerai les perturbations qu'ont provoquées la Révolution tranquille dans l'évolution de la Société Saint-Jean-Baptiste. Jean Séguin, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, dans son rapport annuel de 1961, exprime bien les tensions et les remises en question que provoque la Révolution tranquille dans le mouvement nationaliste. Je le cite. Nous traversons une période critique de notre histoire. Ce qu'on tenait pour certain hier est remis en cause et on s'interroge sur le bien fondé de certaines attitudes ou sur la justesse de certaines opinions. Dans cette confusion des idées sur la vie nationale canadienne-française, les dirigeants de notre société conservent une entière sérénité d'esprit et croient discerner avec lucidité la route à suivre. Donc, au début de la Révolution tranquille, la société entend continuer à faire un peu comme avant. Mais on perçoit une certaine inquiétude vis-à-vis les changements qui commencent à s'opérer. L'élection du Parti libéral en 1960 va donc amorcer une modernisation de la société et de l'État du Québec. Et cette modernisation aura des effets inattendus sur l'identité québécoise et sur les relations entre l'État canadien et l'État du Québec. Avec la Révolution tranquille, c'est désormais l'État du Québec qui prend en charge les besoins sociaux et le développement économique et qui fournit donc aux Québécois les moyens de participer à la modernité industrielle. Cette nouvelle politique d'intervention de l'État fait apparaître un nouveau sentiment d'appartenance qui sera désormais lié au territoire et à l'État du Québec. C'est donc un nouveau nationalisme qui se met en place, ce qu'on a appelé le néo-nationalisme, qui se différencie du nationalisme de la survivance préconisé jusque-là par les élites traditionnelles en faisant la jonction entre l'État et le destin national. Ce changement d'optique aura pour effet de politiser la question nationale. Donc, avec la Révolution tranquille, l'identité nationale va se construire autour de l'État québécois et va s'opérer un détachement vis-à-vis l'État canadien. On est devenu, à partir de 1960, on est devenu des Québécois et on se définit de moins en moins comme Canadiens français. Et ce changement de définition identitaire va amorcer l'émergence du mouvement indépendantiste et la contestation du fédéralisme canadien, fédéralisme qui est désormais perçu comme incompatible avec les besoins de développement de la société québécoise. Jusque-là, les nationalistes s'étaient toujours opposés au changement constitutionnel. Ils exigeaient que le Canada respecte la Constitution de 1867 et ils défendaient donc le statu quo constitutionnel. Après 1960, on commence à contester le partage des compétences et on exige chez les nationalistes une réforme de la Constitution canadienne afin d'accroître les pouvoirs de l'État du Québec. Tous les partis représentés à l'Assemblée législative de cette époque s'entendent pour contester le fonctionnement du fédéralisme canadien et revendiquent soit un statut particulier dans le cas du Parti libéral, soit l'égalité ou l'indépendance dans le cas de l'Union nationale. Ce développement de la pensée nationaliste est lié au fait que l'État qui doit moderniser, doit nationaliser, doit créer de nouvelles institutions, État qui augmente ses responsabilités
dans le domaine social et dans le domaine de l'éducation, cet État a donc désormais besoin de revenus supplémentaires et l'augmentation des impôts ne pouvait suffire à combler les besoins de l'État. La question fiscale va donc occuper le devant de la scène et inciter les dirigeants politiques à remettre en cause le partage de l'assiette fiscale. Pour faire de nouvelles politiques interventionnistes, il fallait augmenter les ressources de l'État québécois et c'était l'État canadien qui contrôlait l'essentiel de l'assiette fiscale. Il y a donc un nouveau consensus qui se fait jour au Québec où on n'accepte plus le cadre constitutionnel canadien. On demande donc de nouveaux pouvoirs pour décentraliser les mécanismes de décision. Cette thèse, je le rappelle, correspondait à la position traditionnelle de la Société Saint-Jean-Baptiste qui, depuis les années 30, dénonçait les tendances centralisatrices de l'État canadien au nom de la théorie du pacte entre les deux nations. Mais cette thèse se différencie toutefois de la position traditionnelle parce qu'elle propose de reviser la Constitution canadienne pour reconnaître au Québec un statut particulier ou encore l'égalité politique avec le Canada. La Société Saint-Jean-Baptiste, donc, dans ce nouveau contexte, se trouve coincée entre la tradition et la modernité. La décennie des années 60 sera pour elle une période de remise en question où elle oscille entre des positions traditionnelles et des positions modernistes. La société s'est toujours présentée comme gardienne des traditions et ne pouvait adhérer pleinement à l'esprit révolutionnaire qui caractérisait la Révolution tranquille. Elle continue, par exemple, à accepter l'autorité de l'Église et elle continue à accepter que le cardinal Léger soit son chef spirituel. Comme association, la société ne pouvait donc plus parler au nom de tous les Canadiens français et on admettait qu'elle ne pouvait avoir le monopole de la représentation de la nation. La société avait toujours été attachée à la défense de la religion catholique, mais la société québécoise, elle, se déconfessionnalisait et le taux de pratique religieuse s'effondrait. Le président de la société écrivait en 1964, les dirigeants, et je le cite, les dirigeants et les membres de la SSJB sont convaincus que celle-ci servirait mal les intérêts de la nation canadienne française en devenant une association non confessionnelle. Alors, le débat sur la confessionnalité à l'intérieur de la Société Saint-Jean-Baptiste mettait en question la définition du membre. Jusqu'à 1960, le membre était quelqu'un qui était catholique. Cette définition du membre va susciter une certaine dissidence durant les années 60 et au congrès de 1965, Jean Duceppe va contester le caractère confessionnel de l'organisation. Mais il y a une forte majorité des membres de la société qui choisira plutôt de réaffirmer son attachement au caractère confessionnel. La société va aussi combattre les positions exprimées par le mouvement laïque de langue française, qui a été créé en 1961 et qui exprimait bien cette orientation vers un processus de déconfessionnalisation. La société va donc s'opposer à la question ou à la déconfessionnalisation du système d'enseignement et elle va répliquer que cette idée relevait d'un esprit totalitaire et que le système confessionnel devait être maintenu parce que, disait-on, la majorité de la population était catholique. Elle va présenter un mémoire à cet effet le 6 juin 1962 devant la Commission royale d'enquête sur l'enseignement qu'on a appelée la Commission Parent. Elle réclame donc
que la réforme de l'éducation serve à véhiculer une conception de la vie qui soit française et chrétienne. Ce mémoire de 159 pages soutient que l'éducation nationale devait servir la qualité de la langue française et diffuser des valeurs chrétiennes profondément ancrées dans notre histoire. Encore là, dans ce mémoire, la société réclame le maintien du caractère confessionnel du système scolaire. La société, par contre, se montre beaucoup plus ouverte au changement, elle se montre moderniste en soutenant l'intervention de l'État dans le domaine des ressources naturelles. Elle est en particulier favorable à la nationalisation de l'hydroélectricité qui, à ses yeux, sert le développement économique du Québec. Elle souligne que la nationalisation de l'électricité avait été réalisée en Ontario en 1911, ce qui a permis à cette province de diriger et de planifier son développement économique. Elle va donc à ce moment-là appuyer très fortement le gouvernement de Jean Lesage. Elle va aussi cheminer sur la question linguistique et elle va développer de nouvelles positions qui sont avant-gardistes pour l'époque. Elle va passer d'une position plutôt conformiste, puisqu'elle appuyait en 1964 la position du gouvernement libéral qui préconisait la priorité aux Français, mais elle va adopter une position l'année suivante qui est beaucoup plus avancée, plus radicale, en exigeant que le français soit la seule langue officielle du Québec, ce qui la rapprochait de la position déjà exprimée par le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Il faut donc ici retenir que la société, sur la question linguistique, va poser 10 ans avant la loi 101 les balises de la politique de l'unilinguisme français. Elle va expliquer sa position dans un mémoire qu'elle présente au premier ministre Daniel Johnson le 18 avril 1967. Elle réclame une législation qui reconnaisse le français comme langue nationale et comme seule langue officielle du Québec. Je cite un extrait. Il est temps, et même urgent, que le Québec imite les autres pays, États, cantons et provinces et décrète une seule langue officielle, la langue parlée par la très grande majorité des personnes établies sur son territoire. Sans une vie authentiquement française, concrétisée par le travail quotidien, dans les rapports avec les sociétés publiques et privées, dans l'affichage, etc., le peuple québécois verra sa langue se dégrader et être de moins en moins employée. Ce sont les éléments clés qu'on retrouvera 10 ans plus tard dans la loi 101. Autre domaine où la société se montre moderniste et avant-gardiste, c'est dans sa stratégie d'intégration des immigrants. Bien avant que l'État ne prenne en charge cet enjeu, la société va ouvrir la voie et offrir des services de francisation pour les immigrants. Elle va même réclamer en mars 1967 la création d'un ministère de l'immigration et elle invite le gouvernement à s'occuper de la sélection des immigrants pour faciliter leur intégration à la société québécoise. On voit donc là encore une fois que la société est à l'avant-garde comparativement aux prises de position du gouvernement du Québec. Elle est aussi, dans le même esprit, favorable à l'intervention du Québec sur la scène internationale. Elle appuie le droit du Québec de signer des ententes internationales dans les domaines de sa compétence. Alors, je cite, la prétention du gouvernement fédéral d'avoir seule juridiction dans tous les traités, ententes ou accords en matière de relations internationales reste très précaire. Le Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste croit en conséquence que le Québec doit pouvoir négocier et conclure lui-même les ententes internationales dans les domaines de sa compétence.
Autre secteur où la société se montre éminemment avant-gardiste, c'est dans le domaine de la réforme du mode de scrutin. On se rappellera ici qu'aux élections du 29 avril 1970, le Parti québécois avait obtenu 24 des votes, mais n'avait obtenu que 7 sièges. Donc, au congrès de la Société en 1971, on favorise l'adoption d'un mode de scrutin mixte à l'allemande qui juxtapose le système majoritaire à un tour avec un tiers des circonscriptions et le mode de scrutin proportionnel appliqué aux 2 tiers des circonscriptions restantes. Ce système, soutenait-on à l'époque, permet à la fois la stabilité gouvernementale et le respect de l'équité des électeurs. Donc, sur certains aspects, la société se montre très moderniste, mais par ailleurs, sur d'autres, elle est plutôt conservatrice et elle manifeste des réserves très fortes à l'endroit de la création du ministère de l'Éducation, parce que cette création d'un ministère réservé à l'éducation allait réduire les pouvoirs de l'Église dans les institutions d'enseignement. Elle reconnaît à l'État un rôle de coordination. Elle demande à l'État d'accroître les ressources en éducation, mais elle ne veut pas que l'État se substitue à l'Église. Elle exige, par exemple, que le Conseil supérieur de l'éducation conserve son caractère confessionnel. Et lorsqu'on a adopté la loi 21 en 1967 pour la création des cégeps, elle rappelle sa position en faveur du caractère confessionnel des collèges et invite le gouvernement québécois à subventionner de la même façon les institutions privées et les collèges publics. Elle va aussi s'opposer à la création de commissions scolaires linguistiques pour remplacer les commissions scolaires confessionnelles, parce que, argumente-t-elle, cela constituerait une reconnaissance de la langue anglaise comme langue officielle. François-Albert Anger va présenter le 19 février 1970 un mémoire devant la commission parlementaire de l'éducation qui étudiait le projet de loi 62 concernant l'organisation scolaire de l'île de Montréal. Et dans ce mémoire, il rappelle son opposition à la déconfessionnalisation. Je le cite, la SSJB, dit-il, s'est toujours prononcée en faveur de structures scolaires confessionnelles. Si la société, donc, résiste aux forces du changement en matière scolaire et en matière religieuse, elle s'est, dans d'autres domaines, montrée très ouverte au changement. On l'a vu en particulier sur la question de la nationalisation de l'hydroélectricité, sur le mode de scrutin, sur la création d'un ministère de l'immigration. Ces oscillations montrent que la société chemine entre la tradition et la modernité. Et aussi, il y a un autre secteur où son cheminement sera plus lent que celui de la société québécoise, c'est sur la question du statut politique du Québec, où elle sera devancée par le Rassemblement pour l'indépendance nationale et par le Parti québécois. Nous examinerons dans la prochaine conférence son évolution sur cette question constitutionnelle. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver bientôt.